Les contrats internationaux de grande envergure ou les petits contrats, mais de nature internationale, soulèvent un certain nombre de difficultés. Il va falloir d'abord décider dans un contrat international quel droit de rédaction on veut employer. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut être soumis au droit de common law? Est-ce qu'on veut être soumis au droit de civil law? Et une fois qu'on a pris de droit civil et de common law, une fois qu'on a pris cette décision, il faut ensuite déterminer dans, dans quel pays on va choisir la loi ou dans quel état de ce pays on va choisir la loi. On peut choisir par exemple le droit civil français, ça peut être le droit civil suisse aussi, ça se fait beaucoup dans les contrats internationaux, ça peut être le droit civil italien, ça peut être le droit civil allemand, ça peut être le droit de common law américain, mais lequel? Est-ce que c'est l'État de New York? Est-ce que c'est l'État du Delaware? Est-ce que c'est l'État de Californie? Etc. Donc, cette première décision, elle est très importante parce qu'elle va déterminer un certain nombre de choses. D'abord, l'épaisseur du contrat. Un contrat de civil law fait rarement plus de 10 pages, il peut faire beaucoup plus, mais en général en 10 pages, on a dit l'essentiel. Pourquoi? Parce que le reste du contrat est régi par une loi déjà existante ou par un ensemble de lois déjà existantes, de conventions internationales, etc. Alors que un contrat de common law, de manière assez habituelle, peut avoir 50 ou 100 pages, mais avoir plusieurs centaines de pages ou plusieurs milliers de pages. Pourquoi? Parce qu'en common law, on va devoir définir toutes les possibilités qui peuvent naître des décisions contractuelles. Qu'est-ce qui peut se passer si il y a un bateau, transport de marchandises, si le bateau coule, qu'est-ce qu'on va utiliser comme assurance, quel régime de responsabilité on va suivre, quel régime d'indemnité on va privilégier, etc., etc. Donc, il y a déjà ce choix du meilleur système de droit et ensuite du pays dans lequel on choisit le droit. Aujourd'hui, et depuis maintenant 30 à 50 ans, le droit qui est le plus favorisé, le droit le plus prisé, c'est le droit de l'État de New York. Pourquoi? Parce que le droit maritime et le droit des commerces maritimes et le commerce de transport aérien et du commerce en général est très florissant à New York. Le droit du commerce aux États-Unis est très florissant parce qu'il y a un volume d'affaires très important, national à l'intérieur de l'État de New York, transnational, cross-border entre les différents États des États-Unis et avec le reste du monde. Ce qui a amené les cours de l'État de New York à développer un droit sophistiqué, efficient, dans lequel sont prévues de nombreuses possibilités, à la fois quand ça fonctionne bien et quand ça fonctionne pas bien. Donc on va choisir ce type de droit plutôt qu'un autre. Le deuxième aspect qui est important dans les contrats internationaux, c'est non seulement le choix du système de droit, du pays dans lequel ce système de droit est exercé, mais aussi le forum choisi dans le contrat. Le forum, c'est-à-dire en cas d'ennui, en cas de problème, de rupture du contrat ou de malfaçon ou de problème dans l'exécution du contrat, qui va-t-on voir? Où va-t-on se faire juger? Est-ce qu'on va se faire juger à Londres? Est-ce qu'on va se faire juger à New York? Est-ce qu'on va se faire juger à Genève? Est-ce qu'on va se faire juger aux Bahamas? Est-ce qu'on va se faire juger à Paris? Ça va avoir des conséquences parce que les juges de chacun de ces pays ou de ces États vont avoir des méthodes d'interprétation du contrat qui sera différentes. Donc, il y a des clauses attributives de compétences dans lesquelles on va déterminer où on va aller se faire juger. Ça ne veut pas dire que lorsqu'un juge sera saisi du contrat, il reconnaîtra la validité de ces clauses attributives de compétences. Donc c'est une difficulté supplémentaire. Ensuite, il y a un aspect qui peut sembler trivial au début, mais qui est important, c'est la langue de rédaction du contrat. Par exemple, si on choisit d'utiliser la loi française dans un contrat international, et qu'on utilise le droit civil donc, mais que puisqu'on a des partenaires en Chine, au Brésil et aux États-Unis, plusieurs partenaires au contrat, et qu'un seul des partenaires, le partenaire français, parle le français, on va choisir de rédiger le contrat en droit civil, selon le droit civil français, mais dans la langue anglaise. Qu'est-ce qui va se passer?
lorsqu'on va se retrouver face à un conflit, l'un des co-contractants va choisir de soumettre le contrat unilatéralement au juge de son pays, aux États-Unis, à New York par exemple, ou à Londres. Que va faire le juge de l'État de New York ou que va faire le juge de Londres? C'est toute une question qui reste posée. On a vu des cas, et assez nombreux, dans lesquels le juge de Londres, par exemple, dit « mais puisqu'on me soumet un droit en anglais, et qu'il y a peu de pays, il y en a, mais il y a peu de pays qui utilisent la langue anglaise pour le droit civil, ce sont essentiellement des pays de common law, des pays dans lesquels la langue anglaise est dominante. À ce moment-là, puisqu'on me soumet un contrat en anglais, il y a une présomption qu'il y avait volonté des parties en réalité d'appliquer le droit de common law par préférence au droit de civil law. Donc je vais interpréter le contrat dans son entièreté ou une partie de ce contrat selon ma manière de concevoir la common law et non pas la civil law. Et donc le contrat peut être totalement déséquilibré, voire dénaturé dans son interprétation par le juge anglo-saxon. Toutes ces précautions et bien d'autres doivent être prises avant de se lancer dans la rédaction d'un contrat international. Ou alors, on risque de signer quelque chose qu'on ne comprend pas tout à fait et d'être amené à subir les conséquences de situations qu'on ne comprend plus du tout.